Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Quel impact qui explore les transformations sociétales et les enjeux d'avenir au sein des organisations. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intrigue autant qu'il divise, l'intégration de l'intelligence artificielle, autrement dit IA, en entreprise. On a choisi de varier les points de vue et de poser des vraies questions, même si elles fâchent, parce que parfois ce sont celles-là qui nous font réfléchir. On va parler des vrais impacts de l'IA sur le terrain, de son intégration sans céder à la précipitation ou aux effets de mode, mais aussi de comment l'IA peut transformer notre façon de travailler. Pour en discuter, nous sommes 4 autour du micro et j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités et nous allons nous présenter chacun notre tour. Donc pour ma part, je suis Alice Dufour et je suis responsable qualité, santé, sécurité et environnement chez Kaizen Solutions. Alors moi je m'appelle Marie Fougère, je travaille au sein de la DSI de Kaizen Solutions. Je m'occupe du pilotage des projets autour de la data et je suis aussi responsable de la conformité RGPD. Luc Demanet, je suis RSMSI au sein de Kaizen Solutions. Je participe à la task force en tant qu'utilisateur, mais surtout j'accompagne et je cadre l'ajout d'une nouvelle application au sein du SI Kaizen avec le respect des exigences et des normes, avec l'évaluation des risques, la conformité réglementaire, la validation et tous les documents liés à sa procédure éventuelle et mesure. Et moi je suis Ludovic Menuche, je suis directeur des opérations chez Kaizen avec en charge la DSI et le volet cybersécurité. Super, alors sans trop tarder parce que le sujet est vaste, on va commencer avec une présentation rapide de ce qui a été mis en place chez Kaizen Solutions et donc c'est notamment une task force IA. Alors Ludovic, la première question sera pour toi. Pourquoi avoir mis en place une task force IA chez Kaizen et surtout quelle a été l'intention au départ ? Alors l'IA, là, on a quand même une perception qui est assez forte là-dessus sur le sujet de l'intégration de l'IA dans le quotidien des gens et on sent que dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, l'IA a pris un pas qui est quand même assez fort et assez rapidement. Enfin pour mémoire, ChatGPT a été lancé le 30 novembre 2022. 5 jours plus tard, il y avait 1 million d'utilisateurs dans le cadre d'utiliser ChatGPT. Donc c'est une croissance qui est quand même extrêmement forte et aujourd'hui on parle d'un peu plus de 130 millions d'utilisateurs uniques par jour. Donc c'est au-delà du phénomène dans les entreprises, c'est un vrai phénomène de société auquel il faut s'attacher. Malgré tout, on sent quand même que dans les entreprises, il y a une certaine honte à se dire qu'on utilise l'IA pour faire quelque chose. Et on l'a vu au sein de la task force quand on a interrogé les différents participants, c'est que tout le monde ne dit pas qu'il utilise l'IA au quotidien pour travailler, pour améliorer sa façon de travailler, etc. Et donc, on avait déjà un premier sujet, c'était de comprendre comment on allait l'intégrer pour justement sortir de ce phénomène de honte. L'autre point qu'il fallait qu'on puisse regarder sur cette task force, c'était de voir le degré de facilité avec laquelle les collaborateurs allaient utiliser cette IA. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils sont pas à l'aise? Est-ce qu'il faut les acculturer? Est-ce qu'il faut les former, les sensibiliser? Et ça nous semblait important de comprendre ça. Et puis, évidemment, on est à un début de changement fort. Avec l'arrivée de l'IA, on voit énormément de choses apparaître. Et c'est que depuis 2022 que c'est présent. Depuis fin 2022, on est en 2025, presque 3 ans plus tard, on n'entend plus parler que d'IA partout. Donc il nous fallait nous faire une conviction et comprendre un peu ce qu'il en était. Donc le choix qu'on a fait côté Task Force, c'est un choix assumé de trouver des utilisateurs clés. Une dizaine dans l'entreprise qui représentent plutôt des métiers tertiaires aujourd'hui, pour donc des métiers tertiaires tels que marketing, communication, RH, qualité, santé, sécurité, environnement, mais aussi des équipes de la DSI, pour explorer finalement la technologie de ChatGPT dans le quotidien d'une personne. Donc on avait plusieurs axes forts. L'idée c'était de donner aux collaborateurs un accès à un ChatGPT avec une licence entreprise associée et non pas une licence gratuite, avec une seule demande qui était d'avoir ChatGPT ouvert en permanence pendant le mois d'utilisation. L'idée c'était vraiment d'explorer et de voir dans le quotidien tous les cas d'usage qui peuvent être présents. Et avec un cadre qui était quand même assez fort là-dessus, qui avait été proposé notamment par Marie dans le cadre de ses fonctions, qui était pas d'utilisation de données sensibles ou stratégiques d'entreprise dans les cas d'usage qu'on allait explorer. Donc notre ambition était vraiment de capter ces cas d'usage et de voir après la perception des utilisateurs, quel que soit leur degré d'affinité avec ChatGPT. Ok, très clair. Donc vous y avez tous participé à la task force, c'est ça ? Vous avez recensé combien de cas à peu près chacun ? De mon côté, j'ai recensé une dizaine de cas et j'ai participé tout au long du mois. Ok. Je pense que j'ai recensé aussi une dizaine de cas différents. À la fois, ça m'a sur tout ce qui est la phase amont de mes projets, pour m'aider à
à trouver des idées complémentaires pour rédiger des cahiers des charges, pour faire des chartes projets, ce genre de choses. Sur la phase aval, c'est-à-dire une fois que mon projet est déjà bien entamé, j'ai pas voulu injecter de données dans ChatGPT parce que ça commence à être trop spécifique à l'entreprise. Je voulais pas partager de données stratégiques ou de données personnelles. Et j'ai aussi eu du gain de temps sur des petits aspects techniques qui sont pas du tout mon cœur de métier. Par exemple, configurer un rapport Power BI, faire des listes SharePoint, ça c'est des choses que je peux faire. Je suis pas experte du sujet. Et l'utilisation de ChatGPT m'a fait gagner du temps, dans le sens où je n'ai pas eu besoin de faire appel à un expert et j'ai pas eu à perdre beaucoup de temps en ligne à chercher les informations qu'il me fallait. Et moi, pour ma part, j'avais dû en mettre une dizaine aussi, et pas mal pour de l'aide à de la rédaction et sur l'utilisation d'outils. Donc, pareil, si j'ai eu enfin, je sais que j'ai eu des problèmes sur Excel, par exemple, à un moment, bah, j'ai demandé à ChatGPT et ça a été vraiment plus rapide, en fait, que de le faire par une recherche en ligne. On a eu une cinquantaine de cas d'usage qui ont été remontés au total sur différentes thématiques. Alors beaucoup sur la rédaction, comme vous le disiez tout à l'heure, sur de la rédaction de la communication. Il y a eu des cadres aussi de recherche d'inspiration ou d'idéation qui ont été trouvés, vraiment le phénomène de la feuille blanche. On part, on cherche une idée, du coup finalement ChatGPT a aidé là-dessus. Ce que vous disiez sur la recherche, c'est revenu aussi à plusieurs reprises. Finalement ça rentre un peu en concurrence de ce qu'on connaît aujourd'hui sur Google. Quand Google s'est lancé, on mettait par mots-clés. Là, maintenant, finalement, on y va plus avec un prompt, avec des phrases. Et c'est vrai que plutôt que de cliquer sur différents sites, on a une recherche quand même qui est quand même assez efficace, je dirais, là-dessus. Et après, il y a 3 autres thèmes qui sont apparus. C'est la synthèse de documents. Alors, pour les domaines sur lesquels on est, nous, c'est de la réglementation, c'est des textes de loi, c'est du droit social, typiquement aussi côté RH, qui pouvait être analysé. Et là, ChatGPT est aussi intéressant pour synthétiser des documents de plusieurs dizaines, voire centaines de pages pour certaines docs. Il y a eu de la veille stratégique et technologique aussi qui a été proposée. Et puis une dernière catégorie que moi je trouve assez intéressante, c'est l'analyse d'images. Alors soit sur de l'écrit, je prends des notes au brouillon et puis je le donne à ChatGPT, il analyse et puis il est capable de m'en sortir finalement le contenu, soit de façon textuelle, soit de façon très synthétique. Et je crois que c'est toi, Marie, qui avait fait ce cas d'usage-là sur ton agenda. Oui, tout à fait. J'ai pris des copies d'écran de mon agenda de la semaine à venir et j'ai demandé à ChatGPT de me proposer de remplir les trous de mon agenda avec des créneaux de préparation pour toutes les réunions que j'avais prévues. Donc il m'a vraiment fait quelque chose de cohérent et il m'a proposé d'avoir tous les fichiers au format Outlook que j'ai pu télécharger dans mon agenda. Il y a un autre cas d'usage, enfin 2 autres cas d'usage qu'on a pu mettre en pratique. C'était, je parlais de sensibilisation et de support de formation. Finalement, ça nous a aidé à créer un petit quiz. Alors, on l'avait initié avec un certain nombre de questions et on voulait rendre ça un peu plus humoristique. On l'a demandé à ChatGPT qui nous a donné les réponses à l'ensemble de ces questions de façon humoristique. Ça nous permet aussi de reformuler parfois des scénarios de risque dans notre analyse de risque, avec des cas plus concrets dans la vie courante. Ça, du coup, ça nous amène un peu sur une question qu'on va tous se poser, c'est au quotidien, est-ce que l'IA, elle va vraiment nous aider? On a pu voir notamment que 93% des membres de la task force ont vu des bénéfices concrets dans leur utilisation de l'IA, mais en même temps, il y en a quand même 77% qui expriment des craintes en parallèle, qui sont parfois profondes quant à l'utilisation de l'IA dans leur quotidien. Donc on voit qu'il y a un vrai enthousiasme, mais qu'il y a aussi une méfiance qui est là, qui est présente. Et donc, est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer certains métiers, et notamment les vôtres? Sur mon métier qui a trait à la conformité, à la gouvernance des données, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Aujourd'hui, l'apparition des outils d'IA en entreprise, ça ouvre beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Il y a des nouveaux besoins en fait qui émergent et il faut les encadrer. Il faut encadrer les usages, sensibiliser les utilisateurs. Et donc sur mon métier, ça va plutôt être l'inverse et ça va me donner plus de travail. Ça va rendre ce métier, je pense, encore plus incontournable dans les entreprises. Ouais, alors par rapport au réglementaire, on en a parlé du cas d'usage. C'est vrai que souvent les textes de loi sont assez longs, assez compliqués, et l'utilisation de ChatGPT permet d'avoir une synthèse assez rapide du document et d'avoir un gain de temps sensible. Par contre, je te rejoins, c'est que le ChatGPT sera pas juridiquement responsable. On reste quand même garant du respect de ces lois. Un autre cas d'usage où ChatGPT pourra pas nous remplacer complètement, face à un auditeur, l'auditeur va pas demander des preuves directement à ChatGPT pour pouvoir prouver la conformité de notre système de management. Il va avoir besoin de nous pour aller chercher les différentes informations et
il n'a pas la capacité d'analyse de notre contexte d'entreprise ou des réactions humaines face à des gestions de crise. Et côté DSI, alors, moi je pense pas que ça va nous remplacer, enfin en tout cas j'ai pas cette inquiétude-là. Je pense qu'on est surtout aujourd'hui complètement abasourdi par la vitesse à laquelle ça va. Et côté DSI, on a un boulot de dingue aujourd'hui. En fait, on est complètement en rupture sur la partie SI, parce que historiquement, quand on achetait un applicatif sur ce que j'appelle le SI traditionnel, on faisait une analyse de coûts, de gains, de sécurité. On avait une présentation de la solution qui nous était faite par un fournisseur directement de façon détaillée, et on négociait le coût, généralement, sur une durée déterminée, on parlait de ça en plusieurs années, 4, 5, 6, 7 ans. Et là, aujourd'hui, en fait, alors on parle beaucoup de ChatGPT, mais malgré tout, il existe noir de solutions autour de l'IA. Laquelle choisir, laquelle est la mieux, laquelle est la meilleure, c'est aussi ce qu'on souhaitait comprendre avec la task force, de se dire, mais finalement, aujourd'hui, on teste ChatGPT, mais on a peut-être des besoins différents, et peut-être que certains outils autres que ChatGPT peuvent beaucoup plus répondre à notre besoin. On voit la liste des modèles de données, des modèles de type LLM qui est quand même extrêmement grande. Donc il faut faire un choix. Ça c'est extrêmement compliqué pour une entreprise. Et on voit aujourd'hui que les DSI n'ont pas encore fait de choix non plus associés à ça. Et le dernier point qui est pour la DSI, c'est une analyse financière de tout ça, parce que alors aujourd'hui, moi sur ce que je vois, c'est que quand on prend une licence d'un outil IA, ça rajoute un prix de licence en plus, mais ça ne remplace pas un outil existant. Et on a intérêt à bien calculer aussi le ROI. Donc côté DSI, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un écosystème qui est extrêmement vaste à prendre en compte. Et je vois pas comment une machine pourrait prendre ma place sur ce sujet-là. Ok. Moi, j'ai un peu plus de crainte sur mon métier, parce que je me dis que ce que deux personnes peuvent faire aujourd'hui, demain, une seule pourra le faire. Et donc je pense que les équipes qui sont déjà pas forcément très grandes dans les entreprises, le seront encore moins. Et qu'il y aura encore moins de place pour les jeunes diplômés. Pourquoi tu parles de jeunes diplômés ? Parce que les personnes qui sont déjà en poste, globalement, elles garderont leur poste. Mais peut-être que demain, il n'y aura pas besoin de prendre un alternant, un stagiaire, une ressource supplémentaire, parce on pourra gagner du temps et de la productivité avec ChatGPT. Après, il y a je dis ChatGPT, l'IA en général, mais il y a des exemples concrets aussi sur des entreprises. Il y a eu une entreprise, je crois que c'était en Scandinavie, qui a fait le choix de virer finalement pas mal de collaborateurs, et 7-8 mois après, il s'est rendu compte que en fait l'IA n'allait pas remplacer ses collaborateurs, et il a dû recruter de nouveau des collaborateurs. Donc on a aussi des exemples concrets là-dessus qui démontrent presque le contraire. Donc c'est là où ça peut être aussi un peu rassurant, mais j'entends aussi la crainte associée. C'est vrai qu'on va peut-être passer par cette étape-là de virer plein de gens et de se rendre compte après qu'en fait on en a besoin. Mais on est dans une période de flottement. Ça c'est clair avec ces sujets-là. Passons maintenant aux limites. Il y en a beaucoup qui expriment des doutes sur la fiabilité de l'IA, donc ça vous en avez déjà un petit peu parlé, sur sa capacité notamment à interpréter correctement les normes, à pas trahir de données sensibles. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire confiance à l'IA dans un contexte pro, et comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement que ce qu'elle produit est fiable ? Est-ce qu'on lui fait une confiance aveugle, ou est-ce qu'on vérifie d'une certaine manière ? D'après ce que j'ai pu voir, non, on peut pas lui faire une confiance aveugle. C'est sûr que si on suivait à la lettre ce que préconise ChatGPT pour notre entreprise, on a des gros risques de mettre l'entreprise en non-conformité. Parfois, il fait des grosses erreurs sur l'interprétation des réglementations. Même des fois sur des calculs financiers, il fait aussi des erreurs assez grossières. Donc non, clairement, il faut avoir du recul sur ce qui est généré par l'IA. Et c'est ce que tu disais aussi par rapport au recrutement de jeunes diplômés, etc. Ce recul, parfois, on l'a parce qu'on connaît notre métier et qu'on est expérimenté. Et un plus jeune, ça peut être plus difficile, je pense, d'avoir ce recul. Ça peut être compensé par des façons de travailler rigoureuses. Par exemple, s'il se dit systématiquement, je vérifie les sources sur des sites officiels, etc. Dans ce cas-là, ça va. Mais il faut avoir cette rigueur qui va peut-être compenser le manque d'expérience et de recul, du coup, sur le métier. Ouais, parce qu'en plus, il faut vraiment aller le chercher. J'avais fait quelques recherches sur des articles de loi aussi. Et donc, en plus, il te cite l'article. Il te dit, ça vient de tel code, tel article. Et quand tu remets ça sur Google, l'article n'existe pas, n'existe plus, il est abrogé. Et faut pas juste se fier aux, entre parenthèses, ça provient de tel endroit. Faut aller un peu plus loin, quoi. Puis ça a aussi un objectif pour certains États ou certaines sociétés de faire de la désinformation en entraînant l'IA avec un certain nombre de sites, des informations fausses pour pouvoir les propager comme vraies. Certains même se sont amusés à renseigner du code masqué dans certains sites internet pour pouvoir jouer des prompts comme réponse à des interlocuteurs.
toute façon, c'est une des vraies craintes qui a été remontée sur la task force. Hein, c'est justement, alors le manque d'exhaustivité sur des recherches qui peuvent être proposées. Je pense que ça fait aussi 20-25 ans qu'on travaille avec Google, et Google, on lui fait presque une confiance aveugle sur les résultats qu'il peut proposer. Là, aujourd'hui, quand on fait la même recherche sur ChatGPT, il y a une inquiétude sur le manque d'exhaustivité. Et moi, ça m'arrive régulièrement, typiquement, de faire une recherche sur ChatGPT et après, je vais sur Google pour m'assurer que... Donc, du coup, enfin voilà, c'est double peine parce que le gain de temps, il y a absolument pas du tout non plus là-dessus. Et après, tu avais aussi un exemple qui était clair sur la RGPD, sur lequel il y avait justement eu une erreur qu'il avait fait ChatGPT, qu'on avait justement présenté au sein des membres de la task force pour justement les alerter sur ne prenez pas tout pour argent comptant et tout n'est pas juste potentiellement. Donc, il est vraiment important d'avoir un regard critique sur la réponse à ce que l'IA va vous amener. Il y a cette sensibilisation qui est super importante à faire. Oui. On va se pencher sur une question un peu plus sociétale qui concerne l'IA et notre rapport au travail. On sait que l'IA, elle influence, comme on a pu déjà le dire, notre manière de travailler, de penser, de créer. Il y en a qui vont parler d'une aide à la création et il y en a d'autres aussi qui parlent d'une perte de compétences, d'un manque de crédibilité ou d'un risque de dépendance excessive à l'IA. Et donc selon vous, est-ce que l'IA, elle risque de tuer la créativité humaine ? Alors, une chose est sûre, c'est que ça va pas tuer la créativité des hackers qui vont fortement utiliser l'IA pour créer facilement, si j'ose dire, de nouveaux moyens de pouvoir récupérer des informations, des campagnes de phishing ou même des ransomware. Avant, il y avait des kits tout faits qu'on achetait sur Internet. Maintenant, ChatGPT pourra également les aider à créer ces... Il n'y a pas une fonction qui bloque sur ChatGPT les demandes qui sont un petit peu hors la loi comme celle-ci ? Il y a sans doute des blocages et des garde-fous pour bloquer un certain nombre de mots. Néanmoins, on a bien vu parfois des moyens de détourner et de tromper l'IA pour qu'il réponde quand même à nos propres questions et à nos besoins. Moi, je pense pas que ça va tuer la créativité. Je pense qu'au contraire, ça va justement la révéler, peut-être, cette créativité. Parce que du coup, finalement, l'IA, c'est quoi ? C'est un moteur de statistiques basé sur un socle de connaissances, sur des données, finalement, que le LLM connaît. Mais finalement, c'est le prompt qui fait la créativité. Donc, c'est l'utilisateur en tant que tel qui va faire la créativité. C'est pas ChatGPT qui va créer quelque chose. On parle pas d'IA créative, on parle bien d'IA générative. Donc, ça génère quelque chose à partir d'un entrant qui est l'entrant de cet utilisateur. Donc moi je pense plus que c'est le bon nom choisi est celui de Microsoft aujourd'hui, le terme de copilot. Il est pour moi c'est le plus révélateur et c'est celui qui se rapproche le plus de ce que devrait être l'IA aujourd'hui. C'est vraiment un copilote, mais par contre c'est bien à nous de porter les idées, les informations et c'est nous qui guidons ce qu'il en est. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit sentiment de triche parce que je sais pas, la satisfaction n'est pas la même quand on va demander à ChatGPT par exemple ou autre IA, je dois faire une communication sur la sécurité routière, est-ce que tu as des idées ? Est-ce que j'ai pas triché en lui demandant ça ? Plutôt que ça sorte directement de ma tête comme ça pouvait le faire il y a 2-3 ans, avant qu'on l'utilise. En fait, tu aurais peut-être pris un bouquin avant pour aller regarder la sécurité routière et te dire du coup en fait je vais prendre les éléments importants et je vais les sortir. L'IA là-dessus, pour la réponse qu'elle va t'apporter, c'est globalement ce qu'il y a dans ses livres, sur ses sites internet, etc., et qui va te l'apporter de façon structurée. Mais pour autant, c'est toi qui as eu cette idée-là à la base de te dire, tiens, je vais générer quelque chose sur ce sujet-là. Et après, ce sera à toi de l'affiner, de l'adapter, justement. C'est là où ta créativité va rentrer en compte. Il peut te proposer quelque chose qui est moyen, certainement, parce qu'il va prendre les données moyennes de tout ce qu'il a, tout ce qu'il a permis de l'entraîner. Et ensuite, c'est toi qui vas justement l'ajuster. Et c'est là où ta créativité va prendre tout son sens. Je l'avais pas vu comme ça. Moi, quand tu utilises le terme tricher, ça me parle un peu dans le sens où aujourd'hui, on voit des gens, par exemple, dans le milieu professionnel, qui ont des super capacités rédactionnelles, mais pour les acquérir, ils ont tout un bagage éducatif derrière, ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup pratiqué. Aujourd'hui, ces compétences-là, est-ce qu'elles valent encore quelque chose ? Parce que n'importe qui peut faire avec ChatGPT, avec un LLM, un texte qui est parfait au niveau orthographe, au niveau syntaxe. Et finalement, est-ce que la personne qui a mis des années à acquérir ces compétences par elle-même, ça vaut encore quelque chose ? Mais c'est là où il va falloir analyser l'impact dans beaucoup de domaines métiers.
Parce que quand on fait une réponse à appel d'offres, ça se trouve, finalement, toutes les personnes qui répondent à cet appel d'offres utilisent aujourd'hui du chat GPT à fond. On a des documents qui sont très structurés, mais tout plein à lire finalement. Et comment faire pour se différencier d'une entreprise qui a utilisé chat GPT à une entreprise qui ne l'a pas utilisé, justement sur la base dont tu parles, sa base personnelle de compétences sur laquelle on s'appuie. C'est vrai, et quand tu lis un texte qui a été rédigé par ChatGPT et qui n'a pas été derrière retravaillé, que la personne ne s'est pas approprié, bah ça se voit en fait. C'est très bien niveau syntaxe, mais niveau contenu, c'est pas génial. Et moi, ça me fait un peu penser au début de Google Traduction il y a 15 ans dans les entreprises. Quand les gens l'utilisaient alors qu'ils savaient pas très bien parler anglais, ils pensaient que voilà, ça masquait leur incompétence en anglais et qu'ils balançaient ça dans un contexte professionnel. Ça les faisait un peu perdre en crédibilité. Aujourd'hui, l'IA, je vois ça un peu comme ça. Si quelqu'un génère tout son travail avec l'IA sans avoir derrière le regard critique et la réappropriation, c'est pas génial. C'est une forme de triche, mais qui se voit tellement bien que... Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça se voit tellement bien. Maintenant, c'est vrai que les modèles d'IA évoluent tellement vite qu'on sent quand même qu'il y a malgré tout une difficulté qui est de plus en plus grande de démasquer ce qui est fait par l'IA et ce qui est fait par un humain. Et j'entends aussi le côté perte de compétences sur le côté rédactionnel et qui pourtant est quand même extrêmement important. Un autre point qui a été évoqué dans la task force IA chez Kaizen, c'est que 92% des membres ont indiqué qu'ils utilisaient déjà l'IA plus ou moins régulièrement avant la mise en place de la task force. Et pourtant, ils sont que 54% à penser qu'il faudrait l'intégrer davantage dans leur métier. Alors, selon vous, est-ce que l'IA va simplement transformer ou est-ce qu'elle va vraiment révolutionner nos métiers ? Est-ce que ça risque pas de créer des inégalités entre ceux qui l'utilisent, ceux qui l'utilisent pas, par exemple ? Alors moi, je vais parler en premier. Moi, je pense que c'est pas une révolution. Je pense que c'est une transformation qui est beaucoup plus rapide que d'autres transformations qu'on a connues. Mais on reste dans le domaine de la digitalisation de certains processus métiers, avec un outil qui vient nous aider. Enfin, en fait, si vous vous souvenez, pour les plus anciens, quand on écrivait des SMS sur nos vieux Nokia 3310, au début, on devait écrire lettre par lettre, et puis après, il y a le T9 qui est arrivé avec la complétion. On n'a jamais dit que c'était triché. On s'est toujours dit, en fait, c'est génial, on écrit des SMS beaucoup plus rapidement, donc on performe beaucoup plus rapidement. Je pense que là, c'était juste une transformation, mais l'outil de base n'a pas changé. Ça restait un Nokia 3310 dans lequel on pouvait envoyer des SMS. Mais c'était un complément qui nous a aidé à rédiger ces SMS. Et pour rebondir sur la performance, du coup, si jamais l'IA elle me permet d'augmenter ma productivité, est-ce que ça veut dire que je vais devoir en faire plus ou est-ce que je vais gagner du temps pour ma vie perso à côté ? Ça va surtout permettre d'apporter une plus grande valeur de notre côté pour peut-être les actions un peu basiques, les reformulations. Nous, on va vraiment vérifier, s'assurer et rajouter un degré d'expertise plus fort sur les sujets qu'on souhaite aborder et réaliser. Moi, je vois ça comme un nouvel outil qui peut justement nous permettre de nous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, plus épanouissantes. Par exemple, ça me fait penser à l'arrivée de la calculatrice. À l'époque, par exemple, pour recruter un comptable dans une entreprise, il fallait absolument qu'il soit super bon en calcul mental. Aujourd'hui, un comptable qui va passer un entretien d'embauche, je pense que personne lui demande s'il est fort en calcul mental. C'est même plus une question de savoir calculer mentalement quand on fait ce métier. On se concentre sur bien d'autres aspects, sur les réglementations, sur tout l'aspect normatif de l'entreprise en termes de comptabilité. Et la compétence calcul, du point de vue humain, elle est même plus utile pour ce métier en fait. Donc faut pas qu'on s'attende non plus à passer à la semaine de 3 jours et au week-end de 4 jours. C'est ça. Ça va dépendre, en fait c'est un choix qui va être fait au niveau des entreprises et au niveau de la société en général. Est-ce que tout dépend de ce qui va être produit en fait avec cette IA, avec cette aide, avec ce nouvel outil. Si c'est pour produire des choses qui n'ont aucun sens, mais juste les produire plus vite qu'avant, je vois pas trop l'intérêt. Et ça va rien apporter à la société. Si ça nous fait être plus épanoui au travail ou justement gagner du temps, on peut aussi imaginer que ça peut faciliter dans certaines entreprises le passage à la semaine de 4 jours ou des choses comme ça. Voilà, c'est une option, c'est possible. Après, voilà, est-ce que les entreprises vont partir dans cette direction-là ? Est-ce que au niveau des sociétés, ça va être un choix qui va être fait ? Voilà, ça on ne sait pas encore aujourd'hui, je pense. Ce qui est sûr, c'est que les hackers, par contre, eux, passeront pas à la semaine de 4 jours. Ils seront toujours là, prêts à trouver la moindre faille. Et nous, en tant que garant de la sécurité de l'entreprise, on pourra évidemment pas passer à la semaine de 4 jours. Top. Bon, s'ils sont créatifs et qu'en plus ils nous permettent de rester à la semaine de 5 jours, tout va bien. Non, mais après, les entreprises ont subi beaucoup d'évolutions, de changements, de transformations. Enfin, il y a eu plein d'outils qui sont arrivés. On est passé de la machine à écrire à l'ordinateur. Ça a fait gagner quand même beaucoup de
beaucoup de temps là-dessus. Il y a plein d'évolutions comme ça. Quand Internet est arrivé dans les entreprises, ça a été un gros changement pour les entreprises. Et pour autant, on s'est pas dit, ah bah super, on a Internet, on a accès, on n'a plus besoin d'aller voir dans les encyclopédies les différentes informations. Internet nous a appris à performer d'une manière différente et à nous concentrer, c'est ce que tu disais Marie, sur des choses à plus forte valeur ajoutée et certainement plus épanouissantes dans le quotidien professionnel. Donc je pense que c'est aussi un des éléments qui est fondamental là-dessus, c'est que l'IA, faut peut-être le voir aussi comme quelque chose qui nous permet de compenser ce qu'on n'a pas spécialement envie de faire au quotidien et puis de se dire bah ça du coup je le laisse à l'IA et puis par contre moi je performe sur des activités mais vraiment qui me permettent de progresser, de m'épanouir et puis de me sentir d'autant mieux au travail. C'est plus optimiste, ouais, vu comme ça. On va passer à la dernière partie, puisque l'horloge tourne. Dans une étude d'opinion qui est récente, qui date de fin d'année 2024, intitulée Observatoire de l'IA responsable en entreprise, qui a été menée par Viva Voice et GCF pour Impact AI, auprès de 1000 salariés du secteur privé en France, il est indiqué que seulement 9% des salariés déclarent l'existence d'une charte éthique ou d'un comité dédié à l'IA dans leur entreprise. Alors nous, étant une entreprise, une ESN, une entreprise du numérique, et vos postes étant dans ces domaines-là, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA en entreprise, elle doit être encadrée par une charte d'usage ou est-ce que non? Et comment on le met en place? Ce qui est sûr, c'est que l'ignorer, l'utilisation par nos collaborateurs rentrera dans les cas un peu classiques que redoute tout DSI et RSSI, le seul Shadow IT avec tout ce qui est fuite de données potentielles et risques associés. Donc il est important de l'encadrer, après sous forme de charte, sous forme de procédure, processus, c'est à voir et c'est justement toute l'idée de la task force pour pouvoir correctement encadrer cette intégration. Et comment on le fait respecter? Comme spécifié dans le cadre par exemple de l'ISO 27001, en organisant des contrôles, alors soit aléatoires, soit en vérifiant les informations éventuellement qui sortent sur le dark web, des informations confidentielles, ouais, plein d'idées possibles pour pouvoir s'assurer que le cadre est respecté. En fait, Alice soulève un point qui est quand même très intéressant, c'est comment on le fait respecter, parce que du coup, si on encadre quelque chose comme ça, il y a tellement d'outils d'IA aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement sur Internet, qu'on pourrait très bien prendre un parti pris de dire, ben moi j'interdis le site ChatGPT sur le réseau professionnel de l'entreprise. Bon, si on fait ça, soyons clairs, les collaborateurs vont prendre leur smartphone et vont se connecter à ChatGPT et on n'aura rien gagné du tout. Donc moi, la conviction que j'ai, c'est que la sensibilisation est nécessaire, voire même indispensable sur ces sujets-là, et notamment sur les sujets data. De bien comprendre ce qui est une donnée, ce qui est une donnée sensible, ce qui est une donnée critique, ce qui est une donnée qui doit être confidentielle, et pourquoi il ne faut pas la partager, d'expliquer ça aux collaborateurs, le pourquoi. Finalement, on met en place des explications, des sensibilisations, des formations sur ces sujets. Je pense que c'est vraiment la partie qui me semble, moi, primordiale. Alors après, la forme que ça prendra, une charte ou autre, c'est justement ce qu'il va falloir définir dans les prochains temps. Mais l'exemple que tu cites avec seulement 9% de chartes éthiques dans les entreprises, ça démontre bien qu'on est peut-être au début de quelque chose, mais qu'il n'y a pas encore eu un statut unanime au sein des entreprises. Oui, moi je suis d'accord, hein, tout ce qui est... Une charte, c'est déjà bien, ça peut déjà servir de support pour au moins informer les personnes, mais c'est pas suffisant, hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place toute une gouvernance dans l'entreprise, définir des responsabilités au sein de l'entreprise, mettre en place des processus pour sensibiliser, pour former, pour contrôler les usages, hein, comme l'a dit Luc. Il y a des réglementations qui s'appliquent toujours à l'IA, hein, le RGPD par exemple. Aujourd'hui, les entreprises ont un registre de traitement dans lequel elles doivent vraiment spécifier tous les traitements qu'elles effectuent sur des données personnelles. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui injectent sans le savoir des données personnelles ou plus largement des données confidentielles de l'entreprise dans des outils d'IA. Ça, si ça ne figure pas en tant que traitement dans le registre de traitement, l'entreprise est déjà en non-conformité au RGPD. Ensuite, il y a l'IA Act qui commence à entrer en application et qui interdit certains usages. Par exemple, un outil d'IA qui permettrait de reconnaître les émotions des salariés au travail est interdit depuis février 2025. C'est possible que des entreprises les utilisent sans même savoir que c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout nouveau ces réglementations. Si au sein de l'entreprise, il n'y a pas la gouvernance qui a commencé à être mise en place, l'entreprise est déjà en non-conformité. Ok.
Merci à tous. Le temps est passé assez vite. On pourrait explorer tous ces sujets-là pendant des heures, mais il va falloir conclure. Donc je vous propose rapidement chacun un petit mot de conclusion avec une dernière question. Pour vous, l'IA en entreprise, est-ce que c'est un progrès ou un piège? Pour moi, l'IA est un levier formidable à condition d'être maîtrisé, documenté, surveillé et contextualisé. Pour un RSMSI, l'IA reflète, enfin du moins la task force reflète la maturité du système pour l'intégration d'une nouvelle application. Pour moi, la notion de progrès ou piège, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on décide de faire de ce gain de productivité. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait quelque chose de positif ou est-ce qu'on fait n'importe quoi avec? Alors moi, je suis un peu entre les deux quand même, parce que du coup, évidemment, dans mon poste dans l'entreprise, ça me pousse à ouvrir dans les deux, mais on peut prendre l'intelligence artificielle aujourd'hui comme une sorte de voiture de course, mais qu'on peut conduire sans permis. Et ça, je pense que c'est un élément important à comprendre, c'est que c'est hyper puissant, c'est grisant, ça va vite, ça impressionne, c'est génial quand on fait un prompt, 3 minutes après on a le texte, on a le mail qui est formé, etc. Mais on peut aussi aller droit dans le mur en fait avec un outil aussi puissant que ça. Et pour autant, faut pas freiner l'innovation parce que c'est un outil qui va aussi générer de l'innovation. On l'a vu dans la task force, comme je l'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs l'ont eu et nous ont remonté des cas d'usage finalement de leur quotidien qu'ils ont presque créé d'eux-mêmes parce que du coup, on leur a pas donné une liste de cas d'usage pour leur dire du coup, vous devez explorer ça. C'est eux qui nous ont remonté vraiment tous ces cas d'usage. Mais il faut apprendre à conduire. Donc, il faut former, encadrer, sensibiliser. Ça, c'est revenu à plusieurs reprises, pardon. Et faut pas laisser les collaborateurs dans des angles morts non plus qu'on voit pas, à bricoler finalement avec du shadow AI ou autre sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Et pour autant, c'est important. Mais on est quand même à un moment charnière où l'IA c'est plus une option. En fait, c'est tellement un enjeu sociétal aussi aujourd'hui que c'est plus une option de pas le prendre en main. En fait, on est obligé de passer par là et de comprendre ce qu'il en est, de comprendre les usages, de sensibiliser les esprits. Et pour moi, la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on en fait un copilote fiable, bien entraîné, ou finalement on se dit que c'est un passager clandestin dans notre voiture et qu'on ne sait pas du tout comment il va faire pour nous conduire demain quelque part. Donc je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Il faut absolument sensibiliser, former sur la data et sur l'IA. Je pense que c'est le couple qu'il faut absolument sur le couple sur lequel il faut aller. Et donc vous avez plutôt tous des avis modérés. Moi, j'avoue que je pense que c'est un progrès dans certains domaines et que ça peut vraiment nous apporter quelque chose, mais que l'utilisation grand public, ça reste un piège. Voilà. Sans sensibilisation. Oui. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir discuter d'IA aujourd'hui. Merci pour vos regards croisés, critiques, enthousiastes, mais surtout authentiques. Ce qui est clair, c'est que l'IA en entreprise, ça se résume pas à un simple outil, c'est un levier de transformation, ça va interroger nos manières de travailler, de collaborer, de performer et de créer de la valeur. Et que comprendre l'IA aujourd'hui, c'est pas seulement en parler, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est aussi apprendre à le cadrer, à l'assumer et à en faire un outil qui est vraiment responsable, parce que ça soulève bien d'autres questions fondamentales, notamment sur la responsabilité en cas d'erreur, le coût financier, l'équité d'accès, la propriété des contenus qui sont produits grâce à un outil d'IA, et une question qui est très très importante, le véritable coût environnemental aussi. Donc ça, ce sont de véritables enjeux qui dépassent la technique et qu'on continuera sûrement d'explorer dans un prochain épisode.